in 1992. Clive Davis wanted me to have a label so bad, him in LA, they was saying, come on, do a label. And I didn't really want a label, I wanted something different. So they said, well, make it what you wanted to be, make it different. I started Rowdy back then just so I could have an outlet to be different. You know, I wanted to be the difference in music. It was myself and Andy Howell and Shepard Fairey and all these skateboard kids. Throughout the years, it's changed a lot. We had everything from rock bands to Monica, the Backwoods, and now it's just time to bring it back even harder. Finding acts like Johnny Apollo, Sack from the Three, Deuce Mino, and Dalco, which is my project. We got a lot of artists that we have under the Rowdy gang. The Rowdy Collection is about all the things Rowdy under one roof. It's the record label, the clothing company, it's Rowdy Sports. It's also Rowdy Wellness. We fight this opiate problem. We had to take an angle and take an approach to try to do something different about it. And Rowdy is just about expression, man, and being different. Ok, bon, aujourd'hui on va parler, je t'avais prévenu, on va parler d'un label. C'est un label des années 90. Ils ont eu une courte durée de vie parce qu'ils n'ont pas eu de succès, donc ça n'a pas été. Même comme il vient de réactiver, j'ai appris que dernièrement il a réactivé ce label-là. Comment on appelle ça, les réécoutes Non, pas forcément, c'est d'autres artistes qu'il a re-signé. C'est juste qu'il a peut-être eu l'envie maintenant de retrouver. C'est qui? C'est un label, c'est un label dont le producteur était très connu, était très célèbre dans les années 90. C'était l'un des producteurs les plus sollicités même dans le milieu mainstream des années 90. Mais son label n'a pas eu, tu ne vois pas. Jackie Tamuzara. Hein? Jackie Tamuzara. Non, lui son label est trop obscur pour... parce que quand tu me voyais dans les années 90, je pensais à Jackie Tamuzara, quelqu'un qui a un label obscur. Oui, son label a une très... Vous savez même encore une... C'est encore une autre couche d'obscurité. Donc on va parler de Rowdy Records. Rowdy Records, c'était le label Dallas Austin. Ah, Dallas Austin, oui. Je ne connaissais pas qu'il avait ce label-là. Si, il avait un label, c'était Rowdy Records. Il y a eu plein d'artistes intéressants qui étaient là-bas. Mais eux, ils ont plus marqué le milieu underground en fait. Underground de quoi? R&B? Non, hip-hop, et pas seulement. Il y a même d'autres artistes que tu seras peut-être étonné de savoir qu'ils ont sorti des albums là-bas chez Rowdy Records même. Donc, on va parler d'eux alors. Ce qu'on va faire, je vais d'abord un peu parler de Dallas Austin, le producteur, raconter un peu son histoire. Les gens connaissent qui est Dallas Austin? Pas vraiment. Je ne vais pas parler de ses producteurs, je vais juste raconter un peu son histoire. Les gens ne connaissent pas Dallas Austin. Oui, les gens qui n'est pas très connu. Même la voix il n'est pas... Il n'est pas célébré. Non, c'est pas comme les Jermaine Dupri, Docteur. Tu veux me dire que bon, même s'ils sont d'autres, mais quand on ne le voit pas un peu comme un peu les Babyface, ce gars comme ça. Oui, bon, Babyface c'est beaucoup plus. Oui, il est beaucoup plus célébré que lui, mais on le voit comme les autres. Oui, il peut quand même, mais il n'est pas vraiment, par rapport à toute sa discographie, il n'est pas vraiment mis à la valeur normalement. Parce que moi, quand je vois, pour moi, c'est tellement une légende pour moi. Il n'est pas vraiment célébré, pas vraiment. Donc, je vais te raconter un peu son histoire, comment il a fait pour créer ce label, comment on est arrivé à ça en fait. Donc lui, il était originaire de Columbus. Columbus, c'est en Virginie. Ouais. Donc moi, je pense qu'il était originaire de Atlanta, mais il n'est pas originaire de Atlanta. Non. En fait, je vais te raconter comment ça s'est passé pour qu'il arrive là-bas à Atlanta. Donc là-bas, à côté de Columbus, lui, il dit que c'est un patelin. Non, mais il n'y a rien là-bas. Donc là-bas, quand tu es là-bas, il vient de Virginie. Oui, c'est en Virginie, mais c'est pas Columbus. C'est le même état de Virginie, mais c'est pas Columbus. Ah d'accord. C'est encore pire que ceux de Missy Elliott. Oui, c'est encore le même état. C'est le même état. Parce que Missy Elliott, Clips, Neptune vient de Virginie. Il vient de Virginie, oui. Timbaland. Donc là-bas à Columbus, tu avais deux choix. Soit tu quittes la région, soit tu entres dans les activités un peu illicites pour pouvoir survivre en fait. Donc là-bas, comme alors Samuel, quand elle va voir que pour essayer de lui éviter de faire de mauvais choix, elle va lui acheter un synthé pour qu'il puisse se focaliser sur faire de la musique au lieu d'avoir l'idée de faire des activités. Parce que ses grands frères, eux, ils étaient complètement dans le milieu. Ils vendaient des substances illicites et compagnie. Mais sa mère ne voulait pas que Dallas Austin suive ce même chemin-là. C'est pour ça qu'elle lui a acheté un synthé. Et c'est là où il a commencé à faire de la musique. Et quand il faisait la musique, un jour, un de ses grands frères l'appelait. Lui, il était dans sa chambre concentré avec les cassettes de faire parce que c'était toutes ces journées qu'il faisait seulement à faire de la musique. Donc son grand frère l'appelait et il n'entendait pas parce qu'il était complètement pris par la musique en fait. Donc quand son grand frère va monter dans la chambre,
il va directement débrancher le synthé et fracasser ça contre le mur. En guise de frustration, en disant que depuis on t'appelle, tu ne réponds pas en fait. Donc, dans la société, il dit qu'il a eu une sensation de... C'est comme si son esprit avait quitté son corps pendant quelques instants. Parce qu'en fait, l'objet qu'on venait de casser là, c'était le seul moyen qu'il avait pour sortir du quotidien en fait. Donc il dit quand il a vu comment le type a été fracassé contre le mur, là il a seulement vu rouge sur le moment en fait. Et lui, il voulait déjà quitter la région. Il attendait seulement un moment ou un déclic pour pouvoir partir. Donc c'est là où il a dit que ok, donc si vous m'avez enlevé la seule chose qui me permet de rester encore ici là je crois que maintenant j'ai le déclic pour vraiment vouloir partir. C'est comme ça que le déclic va se matérialiser pour qu'il quitte Columbus en fait. Et maintenant sa mère, elle avait un restaurant. Elle était patron d'un restaurant. Donc elle va essayer de le convaincre en lui disant c'est pas bien que tu ailles à l'aventure comme ça tout seul. Donc ce qu'on va faire, tu me laisses quelques mois que je puisse vendre mon fonds de commerce et on ira tous ensemble là-bas à Atlanta. C'est comme ça alors quelques mois après qu'ils vont partir à Atlanta. C'est comme ça que alors ils se retrouvent à Atlanta. Et nous on a l'impression que Dallas n'est pas originaire. Non, il n'est pas originaire d'Atlanta, il est de Columbus en fait. Donc maintenant alors ce qui va se passer, on va avancer dans le temps. Là-bas à Atlanta, on est au milieu des années 80. Il y a une petite, c'était pas comme le Atlanta qu'on connaît aujourd'hui là qui est l'épicentre un peu du milieu hip-hop là-bas aux États-Unis, non. Mais il y avait déjà une petite scène qui commençait à se former. Donc arrivé là-bas, il va faire beaucoup de rencontres, il faisait aussi du skateboard. Donc là-bas il va rencontrer dans les bars qui c'était nombreux, il va rencontrer là-bas les Jermaine Dupri, il va rencontrer T-Boss, tous faisaient du skateboard, donc ils se retrouvaient dans les bars. Le skateboard à la base c'est des blancs. Ah bon? Les skateboards c'est pas des noirs à la base. Donc c'était parce que quand on voyait un noir qui faisait des skateboards et autres et tout, c'était soit des filles. Quand tu me dis Jermaine Dupri, ça a un sens. C'est un fils de, tu vois, un fils de riche. Donc quand tu me dis il fait des skateboards, la population jeune d'Atlanta pratiquait ça en fait. Tu n'avais pas besoin d'être un fils de riche. Puisqu'il avait rencontré là-bas les gars, ceux qui vont devenir organized, il va les rencontrer dans les parcs, il va rencontrer T-Boss. Là il va rencontrer T-Boss qui sera plus tard membre de TLC. Il va faire toutes ces petites rencontres là. Et maintenant grâce au bouche à oreille, comme il continue à faire la musique, il va rencontrer une musicienne. Ouais. Elle s'appelait Joyce Irving. Elle faisait partie d'un groupe de funk des années 80, Climax. Mais maintenant, quand elle va rencontrer Dallas Austin, Climax était déjà en train de se séparer. Et elle avait obtenu un contrat solo avec Motown à la fin des années 80. Et elle avait aussi une compagnie de production là où elle signait des aspirants producteurs. Donc elle va signer Dallas Austin dans sa compagnie de production et c'est là alors qu'il va faire ses premières véritables productions dans l'industrie. Il va produire un album de troupe. Voilà. Il va produire là-bas, c'est ça, là-bas c'est produit. Il va aussi produire le premier album de Joyce Irving à Motown. Donc maintenant, comme alors Joyce Irving était signé à Motown, donc c'est là-bas où il a fait ses premières productions. Et après, Motown a signé deux nouveaux groupes. Et c'est Dallas Austin qui va produire la totalité de leur premier album. Les deux groupes c'était ABC, Another Bad Creation. Another Bad Creation. And et Boys to Men. He produced Boys to Men. Boys to Men. Les deux groupes étaient découverts par Michael Bivins. C'est groupe encore là. Voilà. Donc il va réaliser 95% de leur premier album. Boys to Men n'était pas dans Houston. Non, il n'était pas dans Houston. Houston n'existait pas encore. Il était managé par Michael Bivins. Et maintenant, alors c'est Dallas Austin qui va réaliser tout leur premier album. 95%. Je vois une seule chanson qui n'a pas été réalisée par lui. Et maintenant, les deux albums de ABC et de Boys to Men vont être un gros succès aux États-Unis. Surtout Boys to Men. Je crois que Boys to Men, jusqu'à présent, ça a 10 millions de dollars. Le premier? Et le premier, 9 platines. Le tout premier? Moi, je croyais que ça a battu. Non, le deuxième, là, c'est l'explosion, ça a plus de 20 millions. Ah, le premier, c'est 8 millions. millions. Un gros succès. Moi, je croyais que le premier, c'était genre 2-3 millions. Non, c'est 9 millions. C'est 9 fois platine. Donc ça va être. Je croyais que c'est. Donc, Michael Bivins, il avait des trucs là-dedans. Des quoi?
départ, je sais pas. Départ, c'est-à-dire. S'il a mangé un peu. Bien sûr, c'était le manager, c'était le premier manager. Donc, c'est pratiquement, il a récolté les fruits du succès là. Donc, maintenant, à partir des deux albums dont on a parlé, la Boyz II Men et ABC, c'est là alors que, à Atlanta, comment on appelle, le label La Face venait d'être créé par L.A. Reid et Babyface. Donc maintenant, quand ils vont alors voir le succès de Boyz II Men, c'est là qu'ils vont démarcher Dallas Austin pour qu'il signe en tant que producteur dans leur label sur La Face. Et comme à ce moment-là, ils venaient de signer un nouveau groupe, TLC. Donc Chili était déjà l'ami avec Dallas Austin. Ils vont recommander à ce que Dallas Austin produise la majeure partie de l'album de TLC. C'est comme ça que la carrière de Dallas Austin commence véritablement dans l'industrie en fait. Donc il y a une petite anecdote dont on va parler par rapport à TLC en fait. C'était intéressant pour que tu comprennes un peu ce qu'il faisait. Donc en fait, le premier single de TLC, Dallas Austin, j'avais oublié de te dire ça. C'était un énorme fan, on en a parlé la dernière fois quand on parlait de DJ Mehdi, du Bomb Squad. Art Blakey, so I had a lot of records. As Spectrum City's reputation grew, the Shockleys knew they needed a voice to lead the crew, and that came in the form of Colton Ridnour, or Chucky D, a graphic design student at Adelphi University who grabbed the mic at one of their parties. If somebody played what is known as a hip-hop beat, all the MCs would line up and they want to grab the microphone. You would have like 20 or 30 guys wanting to get their turn so that they could show that. Donc je crois que ces gars-là en fait ont énormément marqué les gens des années 90 et autres, parce que leur production était très agressive et enfin, ils ont fait des trucs dans l'album de BBD. Oui, bon, ils ont travaillé dans BBD parce que ce sont hip-hop agressif et autres et tout que tu pouvais écouter même dans la New Jack un peu aussi et autres et tout, parce que même dans la New Jack il y a des éléments de ces gars-là et autres. Ils ont vraiment influencé en partie parce que eux, quand tu prends Bomb Squad, tu dis drums, puissance 1000 reverb et autres et tout. Bon, c'est ça. Donc, pour le premier single de TLC, le titre c'est Ain't Too Proud to Beg. Voilà. En fait, dans ce titre-là, c'est le premier single de TLC. Quand ils vont envoyer ça dans les radios vont dire qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'en fait, il y a au moins 10 samples dans la chanson là. Ils ont samplé James Brown. Comme il était fan de la technique que Bomb Squad utilisait, il essaie de refaire ça avec TLC en ajoutant quelques mélodies pour que ça passe un peu un truc R&B. Donc quand ils vont envoyer ça dans les radios, au départ les DJ ne voulaient pas jouer ça. Ils disaient que ils ont l'impression que c'est un fou tout en fait. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude que les titres R&B ont autant de samples, autant de trucs. Mais au fur et à mesure, quand ils vont jouer ça, Big va adhérer. Donc ce sera un peu une surprise que Big adhère parce que les DJ considéraient que ça ne un titre comme ça ne pouvait pas marcher en fait. Donc au final ça va très bien marcher, ça va lancer la carrière de TLC. Mais au départ, c'était pas prévu que ce soit un succès comme ça a été à la fin en fait. Donc il va produire l'album de TLC et TLC va avoir un énorme succès et c'est là où voilà, donc on va pas parler de TLC, on a déjà parlé de TLC dans une autre vidéo. Maintenant alors elle est hein? On a fait une vidéo sur les groupes féminins. On a fait une vidéo, on a parlé de TLC. Donc maintenant après TLC alors, maintenant L.A. Reid va proposer, parce que La Face Records c'est un label exclusivement sous R&B. Maintenant L.A. Reid va alors avoir l'idée en disant à Dallas Austin, il faut qu'on crée un label qui sera comme une subdivision de la major, c'était Arista, et ce sera un label 100% hip-hop parce que La Face c'est R&B, donc il faudrait qu'on crée un label hip-hop. Alors c'est là où il va dire à Dallas Austin, on va créer ensemble un nouveau label. C'est comme ça que Roadie Records va naître en fait. À la base c'était L.A. Reid et Dallas Austin qui géraient le label. Maintenant alors Dallas Austin au départ il n'était pas partant pour créer un label. So LA was like, you know, man, you should do a label with all that you can sign your friends to. I was hanging with skateboard kids and stuff, and so I was like, you sure you guys are just trying to get me to do a label? Because I don't really want to do that. You know, I don't want to have a Tony Braxton. I'd rather just work on Tony Braxton on your label, you know. So I was like, nah, man, you know, this is good for you. It's like a hip hop label. So I was like, all right, cool. So it was really a venture between me and LA, not me and La Face. All right. So me and L.A. Reid had a label, and then LA and Babyface had a label, and
Parce que lui, c'est moi, je vais faire la musique. Me concentrer sur l'aspect business, gérer tous ces trucs-là. Lui, il ne voulait pas faire ça en fait. Mais Ellery va essayer de le convaincre en lui disant qu'il y a la possibilité de se faire de l'argent et tout et tout. Maintenant, alors, quand on va lui faire créer même un bureau là-bas à Atlanta, il dit que les premiers jours, lui, quand il venait au bureau, tellement il ne voulait pas faire ça, il s'enfermait seulement dans son bureau et il passait sa journée à fumer. Il ne voulait pas être impliqué dans l'aspect business de la musique en fait. Non, à tel point que même une de ses assistantes, une semaine après que le truc a été aménagé là-bas à Atlanta, leur bureau, est venue le voir en disant que on est là déjà depuis une semaine, il y a un staff qui est déjà là, qui est déjà prêt à travailler, mais on ne fait rien, donc on est là pourquoi en fait, donc il faut qu'on se bouge un peu alors. Et maintenant, le déclic qui va se passer, c'est que je t'ai dit, Ellery avait dit que toi tu seras le label hip-hop, nous on est le label R&B. Maintenant, Outkast va signer chez La Fesse. Outkast est un groupe hip-hop. Oui. Pourquoi je me disais, c'est là où justement je me disais, comment ça se fait que Outkast n'a pas signé chez moi? Oui, en fait, Outkast va signer chez La Fesse, alors que Ellery avait dit que le label hip-hop de la subdivision, ça devait être Roddy Records. C'est là alors, Dallas aussi va mal prendre le fait que La Fesse ait signé Outkast. Il va dire que c'est comme si vous voulez un peu lui faire à l'envers en fait, parce qu'ils ont vu peut-être que Outkast avait un énorme potentiel, donc on ne veut pas laisser ça. C'est comme ça alors qu'il va avoir les tickets en disant que donc vous voulez me faire à l'envers, hein. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que le label qu'on vient de créer là, je vais me concentrer sur le public underground pour les artistes que je vais signer en fait. C'est comme ça que le déclic va faire. C'est à partir de la signature de Outkast chez La Fesse qui va vraiment commencer à proprement dire Roddy Records en fait. Donc on va maintenant parler je te dis, il y a un groupe, je ne sais pas si forcément tu les connais et tu les aimes beaucoup. Je suis certain que tu n'as pas idée qu'ils étaient signés chez je vais t'expliquer, on va peut-être finir par eux. Donc je vais te parler de quelques artistes qui étaient signés là-bas. On va essayer d'analyser leur carrière. Aucun artiste a eu le succès là-bas, à part une seule. Il y a une seule qui a eu le succès, mais tous les artistes dont on va parler, on vit dans le milieu underground, mais les albums étaient 2 centièmes, aucun artiste n'a eu le succès là-bas. Donc les premiers dont on va parler, c'était un duo. Le nom c'est Dakin and I. Eux, en fait, ils étaient originaires de New York. C'était un duo, c'était un rappeur, MC Easy Ice, et le producteur, c'était DJ Majesty. Donc, eux, en fait, on les comparait beaucoup à Eric Vera. Non, à Pete Rock et C.S. Smith. Parce que leur musique était très jazzy en fait. Il y avait le DJ Majesty, il aimait beaucoup sampler les titres de jazz obscurs dans sa musique. C'est comme ça, comme Pete Rock. C'est pour ça qu'on les comparait. Pete Rock, c'est exactement ça. Pete Rock, putain, la culture de Pete Rock en termes de jazz, et tout même un peu, pas seulement jazz classique, mais le jazz, free jazz, c'est le jazz que j'aime. Tu vois, c'est quelqu'un qui est très fan de Art Ensemble of Chicago, ou bien même les Roland Kirk qui sont dans le free jazz. C'est pour ça que comment on appelle ça, le son de Pete Rock et de C.S. Smith, tu vois un peu, je ne sais pas si tu vois un peu, c'est un peu soul, c'est comme s'il y a une couche, tu vois un peu, c'est comme un peu comme, comment on pourrait dire là, tu vois un peu dans le croissant quand il y a le fromage, c'est un peu comme ça. Donc c'est ça en fait, on les comparait beaucoup à Pete Rock, c'était eux leur principal comparaison, et surtout toute le collectif Native Tongue, qui était dans cette délire jazzy là, voilà, Jigable Planet, tout ce monde là, c'est à eux qu'on les comparait beaucoup. Alors donc la bombe va sortir, ce sera un échec total, ils n'auront pas de succès, mais le milieu underground les suivait énormément, la King and I.
toute la scène underground un peu alternative du hip-hop. Parce qu'à ce moment-là, on est au milieu des années 90. C'est là où elle sort. Oui. Hieroglyphics, Soul of Mischief, de Farsi. Voilà, exactement. Et en fait, c'était une scène alternative par rapport à la scène mainstream qui était surtout dominée par G-Funk, de Death Row et... Par exemple, Hieroglyphics, c'est Los Angeles. C'est Los Angeles. Alors que, mais c'était alternatif parce que j'aimais bien, excuse-moi de te couper par rapport à ça, j'aimais bien André 3000 qui disait que Outkast a été influencé par le son G-Funk, mais aussi la scène alternative de Los Angeles. C'est pour ça que le côté weird d'Outkast là, ça vient de ces gars-là. Parce que Outkast, en autre temps, était fan des Hieroglyphics. C'est pour ça que tu le vois après, quelques années après, avec le turban sur la tête. Parce que Hieroglyphics c'était un peu dans le même délire. Même de Farsi, même de Farsi, ils étaient dans ce délire. C'est Los Angeles aussi. Hein. Oui, c'est Los Angeles. Parce que tout ce mouvement, il faisait une conversation avec Eminem. Oui, il faisait une conversation avec Eminem par rapport à ça. Il disait que nous, à un moment donné, on aimait tout. Donc, à partir du premier album, on aimait les G-Funk. Mais à deuxième, quand on a commencé à faire les trucs un peu où on était fan de Parliament Funk et tous les films des années 70, il a commencé à lorgner les hiéroglyphiques et tous ces gars-là. Comment on écoute pas ces mecs alors que ce sont des musiques. Donc, en fait, c'était cette scène, je vois un peu la scène alternative là. Donc, ils ont sorti un seul album. Le titre c'est Contemporary Cheap. Ouais. Il y a quelques années, quand j'étais dans le hip-hop là, alternatif, j'écoutais énormément cet album là. J'aime beaucoup cet album. Mais c'est le seul album qui va sortir. Après, le groupe, quand l'album ne va pas avoir de succès, le groupe va se séparer. Et DJ Majesty, il va continuer à produire. Il va plutôt maintenant produire dans le R&B. Il va produire tous les groupes. Il va produire SW. Il va faire une petite carrière à la fin des années 90 dans le R&B en fait. Et MC Easy a lui été disparu depuis la fin du groupe. Donc ça c'était le premier groupe. On va parler juste des groupes comme ça, des groupes inconnus du grand. Ça c'est bien. Oui, parfait. Dans le deuxième groupe on va parler, c'était aussi un duo. Leur nom c'était Illégal. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'eux. Coming right back at you with another slamming hit. With Eric Sermon taking over in the 90s, you know what I'm saying? He doubled on the solo shit. Is this how we gon' do it? We getting busy on this track. Malik obeyed the lawnmower and Chris obeyed the grass. That's his 8 MCs, cause why APC whip illegal cut. The way that I approach you and think I was a kid. Donc en fait, Illégal. Les gros noms de trucs alternatifs, genre Compagnie Flow. Et autres et tout. Toi, c'est toi qui connais les gars obscurs comme ça. Mais non, ils sont pas si obscurs que ça quand même. Ils sont pas si obscurs que ça. En fait, Compagnie Flow, ça c'est. Mais pour le milieu underground, ce sont des. C'est les gros noms, oui, toi. Moi, je connais les gros noms du milieu underground. Je connais pas les. En fait, Illégal, en fait, c'était un duo. C'était Mr. Malik et Jamal. Ouais. À l'époque, ils avaient 12 ans, 12-13 ans. Ouais. En fait, oui, je vais t'expliquer bien comment on les a créés. En fait, Jermaine Dupris, Jermaine Dupris et Dallas aussi, c'était comme des meilleurs amis. Ils étaient très amis. Et il y avait une certaine concurrence. C'est une concurrence saine, c'était pas genre bif. Même comme après, ça va se transformer en une petite période, ils auront un petit bif, mais ce sera vite sur réglé. Donc, comme alors Jermaine Dupris à cette époque, il avait Chris Cross qui venait de sortir, avait eu un énorme succès. Dallas aussi alors a dit, je vais faire ma version de Chris Cross. Mais dans un délire underground. Parce que c'était mainstream, Jam, c'était les superstars à l'époque là. C'est comme ça alors qu'il va choisir Mr. Malik et Jamal pour faire le duo Illégal. Et maintenant eux, pour leur album là, leur album c'est The Untold Truth, le nom de leur album, il va appeler tous les producteurs qui étaient très connus dans le milieu hip-hop underground de cette époque là. Il y avait, je ne sais pas si tu connaissais pour Diamond D. C'est une légende du milieu underground des années 90. Il y avait Diamond D, il y avait Lord Finesse. Oui. Il faisait partie du groupe. Non, il faisait partie du groupe DITC. C'était le premier collectif, si tu les connais, seulement tu ne connais pas le nom. Le premier collectif là où faisait partie Big L, Fadjo. Ils avaient un gros collectif. Je vois le collectif dont tu parles, mais tu les as pas suivis. Je les ai pas suivis, j'ai suivi seulement Lord Finesse tout seul. C'est pas suivi.
Donc en fait c'est ça en fait. Donc il a appelé, il y avait Eric Sermon aussi qui a fait des titres. C'est là que ça fait dans le même. C'est là que ça c'est le bon titre. L'autre Funès c'est pas le même chose. Donc il y avait Lord Funès, il y avait Diamond, il y avait Bismarck qui a fait des productions. Donc, Bismarck était dans un collectif. Non. L'album là. Oui, il a produit dans cet album. Ça aussi c'est une légende, les gens n'en parlent pas. Oui, surtout au début des années 80 là. Donc, il va appeler tous ces producteurs qui étaient des légendes du milieu underground en fait pour réaliser cet album. C'est pour ça que l'album, même comme c'est bon, les rappeurs ils avaient 12-13 ans donc il n'y a rien d'exceptionnel, mais au moins l'univers, le son, oui, underground, l'ambiance, ça va plaire au public en fait, ça va leur plaire. C'est pour ça que quand on parlait de jeunes rappeurs et que les gens parlaient de Chris Rock, nous on écoute Illégal. Oui. Il y avait Illégal, il y avait aussi la Bush Babies. Ils n'étaient pas dans le label là, mais c'est aussi des rappeurs qui étaient dans le milieu underground qui avaient cette Chris Cross. Voilà, c'est ça en fait. Donc c'est ça. Après, ils vont sortir un seul album qui ne va pas marcher comme tous les albums du label. Et Mr. Malik, non, Jamal plutôt, il va commencer une carrière solo. Il va signer, parce que Eric Sermon a produit dans cet album-là. Il va signer sur Def Squad. Oui, donc l'album qui va sortir, ce sera avec Eric Sermon et Def Squad en fait. L'album solo qui va sortir. En parlant même de ça, c'est très intéressant. Parce que ça, c'est fini, ça, cette période-là. Quelle période? Le hip-hop, là, il y a un producteur, un rappeur. Ah oui, c'est tellement. Eric Sermon et Barry Schmidt, Pete Rock et C.S. Moon, Eric Liraki, même EPMG. EPMG, c'est Eric Sermon et Barry Schmidt. Mais Illégal, c'était deux rappeurs, c'est pas un rappeur. Ça me fait rire parce que même dans ce que tu viens de me faire. La King and I. Oui. C'était le truc, alors. Un producteur, donc c'est ça pour Illégal. Maintenant on va parler de. Oui, voilà, on va parler c'était un quatuor. C'était eux le groupe. Dans la tranche hip-hop, parce qu'il n'y a pas eu que du hip-hop dans le label. Mais dans la tranche hip-hop, c'est le groupe que j'ai préféré en fait. C'était un quatuor. Eux, ils venaient d'Atlanta. Leur nom c'est You're So Stupid. For real, kids are getting record deals and a meal on a platter. Here's a word to the wise. Don't believe the lies of the showbiz. Hey, check it out, kids. Non, je ne pense pas. Waouh, ça c'est qui encore, c'est lui? En fait, leur nom c'est You're So Stupid. Les principaux, ils étaient 4, c'est un quatuor. Mais les principaux artistes du groupe c'était. Ouais, ils étaient managés par le nouveau. Celui qui a fait cet album, c'est le manager. En fait, le manager qu'ils avaient, c'était le manager actuel de Vic Mensa. Quel est son nom? Parce que le producteur de celui qui réalisait tous leurs titres, c'était non, je vais dire je sais plus comment est son nom, mais c'était le gars de Vic Mensa. Parce que Vic Mensa, pas Vic Mensa, Vince Staples. Parce que Vince Staples, c'est haut de tout, parlait de cet album dans une interview dans son Handful of Pakistan. Hein? Leur album. Oui, il parlait haut de tout, il disait que mon manager. Il faisait partie de ce groupe. Pourquoi tu disais qu'il faisait partie de ce groupe, il disait qu'il avait managé ce groupe-là. Managé ce groupe et que ça a été une de ses influences pour. Comment s'appelle l'album? Je n'ai pas j'ai plus le nom en tête. Le truc là où il y a le poisson. On voit très bien lequel avec moi. Et quand j'ai vu les miens, ça m'a rappelé, je me suis dit, ah, Vince Staples en parlait. Donc en fait, eux c'était un quatuor. Le principal rappeur c'était, son nom c'était H2O. Et le producteur, celui qui réalisait la musique, c'était Spirit X. Je sais que c'est Spirit X. Parce que même en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il a une chaîne, il a un Twitter, qui a c'est lui qui a managé le Vince Staples. On va vérifier ça après la vidéo. Donc en fait, ils venaient d'Atlanta, mais ils ne répondaient pas, ils étaient plus influencés par la scène new-yorkaise, leur son, c'était plus ça en fait. On les comparait à Black Sheep, le Joe Black Sheep, voilà. Des années 80. On les avait aussi quelques éléments de Arrested Development, le groupe alternatif de Atlanta en fait. Donc c'était ça, ils n'étaient pas sur comment on appelle ça, la scène populaire de Atlanta, dont comment s'appelle le rythme là. Le rythme d'Atlanta qui avait aussi à Miami là, à l'époque là. Comme tout la soufou là. Voilà, la basse musique. Ils n'étaient pas dans ce délire là, en fait, ils étaient plus dans le milieu underground. Comme le groupe de R&B, la Kepi, Envy là. Oui, voilà, c'est ça en fait. Donc eux, leur particularité c'était que l'ambiance était surtout humoristique. C'était ça en fait l'ambiance en fait. Il y avait par exemple Spirit X, le producteur, il avait plusieurs skits où il faisait des pranks call
à plusieurs personnes. Je ne sais pas si c'était des vrais pranks ou c'est juste pour le truc, mais en fait, le ton est vraiment humoristique dans l'album. En fait. C'était ça leur délire. Donc, ils vont sortir un seul album. Et Super Red Kiss, quand ils vont se séparer, Super Red Kiss va continuer à produire pour les artistes qui étaient signés chez Roddy Records. Donc, en fait, c'est ça. Je pense que c'est ça pour ce groupe. C'était mon album préféré de hip-hop dans le label. Dans vos labels Roddy Records, en fait. Donc, maintenant. Hein? Ah, ok, non, c'est pas Roddy. C'est pas dans. Non. Ils ont sorti. C'était avec Pidron. Bon, on va parler de Pidron ici, on va correspondre des trucs. Donc, maintenant, on va parler alors maintenant du groupe dont je te parlais là que je connais. Oui. En fait, là, on est déjà en 94-95. Et dans la sortie, lui, comme il disait vraiment, je vais développer un circuit alternatif underground. C'était ça sa vision en fait. Donc, pas seulement me limiter au hip-hop, mais signer plein d'autres artistes, même dans d'autres univers. Donc, maintenant, il va signer le groupe. Attends, je vais te mettre la chanson, ne regarde pas. Ouais. Il va signer un groupe hyper marquant de la scène underground. La scène punk. Fishbone. Fishbone était dans Roddy Records. Ils ont sorti un seul album là-bas. Donc en fait, parce que quand j'ai écouté la voix d'abord, je me disais Fishbone. Donc tu peux un peu parler de qui était Fishbone. Gars, je sais même pas. Non, tu l'as décrit bien. Fishbone, c'est un groupe de. Je sais pas comment on dit, c'est pas punk. On peut pas les classer. Hein. On peut pas les classer parce que c'est tellement. En fait, ils font la nutmeg music. La nutmeg, c'est-à-dire. C'est tellement truc dans la musique. Fishbone, tu ne peux pas dire si c'est du rock, s'il y a de la punk, s'il y a du ska, et autres. Comment s'appelle l'album là, on les voit à 4 là. J'ai pas le nom de leur. C'était même l'un des albums préférés de Jeff Buckley et autres. Et Fishbone, vraiment, c'est un groupe de noirs. On va labelliser rock et autres et tout, mais ils étaient tellement alternatifs. On va dire rock alternatif. Comme ça passe un peu. Et comme ils étaient. Il n'y avait que des afro-américains, ils détonnaient un peu par rapport à la scène punk rock de cette période-là et autres et tout. Et ce qui est encore bien et autres et tout, c'est qu'ils sont devenus tellement cultes, ils ont tellement influencé tellement de groupes maintenant et autres et tout. Mais Fishbone, ils n'ont pas eu de succès. Non, ils n'ont pas eu de succès. C'est les gars que mon frère, dès que tu parles des musiciens, Fishbone, tout le monde les yeux. Hey, Dallas Austin a signé ces mecs-là. En fait, lui, quand il les a signés, lui, sa vision, ce qu'il avait la volonté de faire, c'était, il disait, je veux faire de Fishbone ce que Rick Rubin a fait de Red Hot Chili Peppers. Parce que Red Hot Chili Peppers, en fait, avant leur album qui était produit par Rick Rubin, je ne connais pas le titre en tête, leur album qui les a popularisés en fait. Blood Sugar Sex Magic. Bon, j'ai pas le titre. C'est Blood Sugar Sex Magic et là voilà. Avant ça, c'était un groupe qui avait un succès assez confidentiel. Ils avaient quand même du succès, mais c'était pas des superstars. Blood Sugar Sex Magic, c'est l'album qui a lancé Red Hot Chili. Voilà, et c'était le premier album c'est Rick Rubin qui a produit cet album. Après, il les a signalés, il a dit que je veux il veut faire sa version de Red Hot. Je vais faire le Fishbone ce que Rick Rubin a fait de Red Hot Chili Peppers en fait. Donc il va les signer. Excuse-moi, tu fais le truc un peu, et ça a du sens. Parce que Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magic. Ouais, c'est ça, c'est l'album le plus 7 millions. C'est l'album le plus populaire. Non, pas l'album le plus populaire, mais c'est l'album commercialement qui a le plus marché. Je vois dans les ventes, c'est l'album. En fait, quand tu parles de Red Hot Chili Peppers, c'est le premier album. Et le truc avec Fishbone, avec Red Hot Chili Peppers, en fait, c'est que si il prend Fishbone, Red Hot Chili Peppers, les gens ne s'en rendent pas compte, c'est fun. Le bassiste là, comment il s'appelle encore? Je sais pas le nom. Flair, tu vois un peu. C'est des gars qui sont fans de Stan et de Family Stone et autres et tout. Donc s'il dit qu'il voulait faire des Fishbone et autres et tout là, parce qu'il voyait l'influence aussi fun que Fishbone avait, et il voulait faire le même direction. Ouais, exactement. C'est ça en fait. Et surtout il voulait aussi qu'il se fasse connaître aussi. Parce que les mecs, c'est vraiment l'une des groupes les plus créatifs des années 90 qu'il a vraiment fait. Ils ont quand même en 80, mais je veux dire, fin des années 80-90, ils ont un album en 91 là, qui est génial, ils ont oublié le titre. Ils sont à 4 devant la tête comme ça.
Donc voilà, ils vont sortir un seul album chez Rowdy Records. Chimchi's Baddest Revenge, c'est le nom de l'album. En fait, leur fan, comment il s'appelle, je crois, c'est la Family Root, c'est le nom de leur fan hardcore. Ils détestent cet album. L'album qui était sorti chez Rowdy Records. Maintenant, moi, ce que j'arrive à percevoir de ça, je me dis qu'ils ne détestent pas parce que l'album est mauvais, mais juste que tu sais, ce genre de... Non, je connais exactement. C'est mon... Ça, tu parles de mon monde. Oui, ce que je voulais expliquer en fait, c'est que... Je sais. Oui, qu'est-ce que tu veux, C'est-à-dire que c'est un peu quand Drake est venu dans le type de créateur qui s'est fait huer. Voilà. Je sais exactement de ce que tu veux dire. C'est les fans des groupes comme Alternative. Quand tu vas signer dans des trucs R&B, on va t'aller à TLC, c'est comme si tu as souillé. Voilà. Je sais exactement le c'est pas parce que l'album est mauvais. C'est pas parce que l'album est mauvais. C'est parce que les fans ils sont un peu sectaires en fait. C'est des sectaires. Oui, donc ça doit rester à c'est mon univers, donc je sais exactement comment ça se passe. C'est pour ça que quand les gens disent oh Drake, comment il s'est fait huer dans le truc de Tyler the Creator. Comment ça s'appelle, le festival à Campbell, oui, je vois très bien. Et autres et tout. Non, il s'est fait huer parce que voir Drake, c'est même pas seulement Drake, les gens voulaient d'abord voir Frank Ocean et remplacer par Drake, c'est comme, tu vois un peu, Frank Ocean est vu comme un dieu parmi ces gens-là. Et voir Drake, c'est comme si tu as pissé, tu vois un peu. C'est ça en fait. Dans l'album, quand les fans là parlent de la discographie de Fijmo, ils ébutent on ne compte pas ça dans la discographie en fait. C'est ça en fait. Donc ils vont sortir un seul album, l'album ne va pas marcher, mais ils vont rester quand même chez Rowdy Records pendant une période. Et on va parler encore de plus tard pour une autre artiste, parce qu'ils ont participé à la réalisation d'un autre album d'une autre artiste en fait. Donc maintenant, on peut parler au moins de celle qui a eu le plus de succès. Vas-y. Donc la seule artiste qui a eu le succès chez Rowdy Records, tu sais c'est qui? Non. Chanteuse très célèbre qui a eu un énorme succès. Elle avait 12-13 ans à cette époque-là. Chanteuse de R&B. Elle faisait partie de la trinité des chanteuses R&B. Monica. C'est Monica. Ouais. C'est la seule. Le premier album de Monica. C'est chez Rowdy Records. C'est chez Rowdy Records. C'est Dallas aussi qui l'a découvert. C'est Bobby, c'est Dallas. Donc en fait, on va aussi parler un peu de tout parce que c'est intéressant pour comprendre un peu pourquoi Dallas aussi l'a choisi elle. Excuse-moi, mais c'est l'album là où Tim et Bob font les premières productions. Je vais expliquer tout ça. Okay. Je vais expliquer tout ça en fait. Donc en fait, Monica, elle est aussi originaire de Atlanta. Ouais. Elle est très jeune. Sa mère était aussi chanteuse dans les églises, donc elle va poursuivre un peu cette même voie. Et elle va commencer à faire beaucoup de talent show. Donc elle va gagner beaucoup de talent show. Et c'est dans l'un de ces talent shows qu'elle va être remarquée par Dallas Austin. Voilà. Elle interprète une chanson de Whitney Houston. Et c'est là où Dallas Austin va la remarquer. Il va vouloir la signer. En fait, elle, Monica, contrairement à tous les autres dont on a parlé, les Brandy et compagnie là, elle avait, en fait, c'est son attitude qui a marqué Dallas Austin. C'est la raison pour laquelle il a voulu la signer sur son label. Elle a une attitude un peu. Elle n'est pas girly. Voilà. C'est pour ça que même il y a un peu ce bif là entre Brandy et Monica, parce que c'est deux opposés. Brandy c'était Miss Girl America, Monica c'est la good girl en fait. Good girl et tout. Elle n'est pas le petit frère, c'est ce que tu vas apporter. Brandy c'est tu m'as brisé le cœur. C'est ça en fait, donc il va la signer alors. Et à cette période là, il avait constitué un studio, ça s'appelait Dark Studio. Et dans ce studio là, c'est là où il avait commencé à signer plein de producteurs et d'aspirants paroliers. C'est là où il y avait Mario Winans a commencé là-bas, Tim and Bob, il y avait plein d'autres connus. Comment il s'appelle encore le gars il a les productions aussi du gars, il travaillait généralement avec Babyface là. Derrick Simmons. Ah non, Derrick Simmons c'est Babyface, il n'était pas. Mais je veux dire, il travaillait, il était dans l'album là aussi. Oui, non, mais ça c'est pas Derrick. Non, je ne veux pas dire dans le roster. Ah, tu dis ceux qui ont travaillé. Oui, il a produit. Il a produit cet album. Donc en fait, maintenant, mais Monica, elle, quand ils vont travailler sur cet album-là, elle sera impliquée dans la réalisation de l'album. Elle c'est pas qu'on lui jetait seulement les titres comme ça là, où on dit chante, ça va là. Elle était totalement impliquée dans la réalisation. C'est pas qu'elle écrivait,
Mais elle était impliquée, mais elle avait son mot à dire, voilà en fait. Et c'est ça aussi qui plaisait dans la société parce que à cette période-là, elle avait 12 ans, 13 ans, mais elle traînait qu'avec des adultes. Ouais. C'est même pour ça que l'album s'appelle Miss Tang. Ouais. C'est un rapport, c'était son surnom. Parfois, son attitude un peu coquille, c'est ça qu'on appelle ça. C'est pour ça qu'on va appeler l'album Miss Tang en fait. Donc c'est ça, c'est le seul album qui a marché, qui a eu un succès chez Roddy Records. C'est parce qu'on a plus de 3 millions et beaucoup de singles vont être de gros succès. Mais après le premier album, Roddy Records va perdre son contrat avec Arista. Et c'est là où maintenant Monica va signer directement sur Arista la Major. Elle va perdre son contrat avec dans la Sourcine en fait. Donc voilà, il fallait quand même qu'on parle un peu de celle qui est voilà. De celle qui est la l'étendard. Ouais. Oui, mais non, c'est pas ça, c'est pas elle l'étendard, mais qui a le succès, voilà. Le côté mainstream. Voilà, le côté mainstream du label. Maintenant on va parler alors maintenant de celle qui devait être l'étendard du label, la flagship, parce que à cette époque-là, LRI, Babyface, Clive Davis, le patron de Arista, oui. Ils avaient la volonté de toujours avoir une artiste qui est le flagship, dont un de leurs étendards. Par exemple, Arista, c'était Whitney Houston, l'étendard de la maison de disques. La Face, c'était Tony Braxton. Et dans la sortie, alors qu'ils ont créé Roddy Records, ils voulaient aussi avoir son artiste. Moi, vous avez vos gars là. Oui, moi aussi j'ai ma petite chouchou. Voilà, c'est ça en fait. Donc il va rechercher alors une artiste comme ça. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, il s'était retrouvé au Tennessee. Il disait pour un artiste là-bas, un artiste inconnu, je ne connais pas c'était quel artiste. Et c'est là qu'il va faire la rencontre d'une chanteuse. Il va faire la rencontre de Joy. C'est là qu'il va faire la rencontre de Joy. En fait, l'album de Joy c'est chez Roddy. Parce que je me disais, mais... Donc, en fait, c'est pas chez Roddy. Mais bon, je me posais la question. C'est pour ça que je voulais pas te couper pour voir si je me posais si vraiment Pendulum Vibe était dans Roddy. Oui, donc je vais t'expliquer. En fait, c'est pas chez Roddy. À cette période-là, comme il voyait que Roddy commençait déjà à tanguer un peu, il avait créé un sous-label. Ça s'appelait Limp Records. Et avec ce sous-label, il a obtenu un deal avec une autre major. C'était EMI. Donc, continue. Et en fait, le truc avec Amy, c'est par comme ça que le truc avec Madonna pour Bad Home Story. Non, Madonna, non. Madonna n'était pas dans Bad. Elle était chez Warner Bros. Elle était chez Warner Bros. Oui, non, c'est pas parce que je me dis. Non, je vais expliquer même l'histoire de Madonna. Parce que l'album de Bad Sam Story, elle a inspiré. On va expliquer ça. C'est pour ça que je veux pas te couper aussi. Oui, non. Oui, donc je vais parler de ça. En fait, quand il va alors rencontrer Joy. Bon, tu peux expliquer qui est quand même Joy un peu. Oui, on va expliquer, c'est justement, on va arriver à tout ça là. Quand il va rencontrer alors Joy, directement, ça va cliquer entre eux. Sur le moment. C'était un ami en commun, ils avaient un ami en commun qui va les présenter. Et elle explique que directement, ça va cliquer. Les états d'esprit vont directement coller. Donc c'était un peu comme ton âme sœur artistique en fait. C'est ça en fait, sur le moment ça va coller. Donc maintenant il va alors, dans la société, il a dit que j'ai enfin trouvé ma muse, voilà. Je la cherche depuis, je l'ai trouvé. Donc on va travailler. Babyface, Tony Braxton, Clive Davis, Whitney Houston. Moi j'ai Joy. Comment il s'appelle, la Motola, Mariah Carey. Moi j'ai Joy en fait. Et moi j'ai Joy qui est ma version weirdo. Qui représente ce que mon label est. Ma vision du label. Ma vision du label, ma muse, c'est ça. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Je comprends parfaitement. Donc voilà, ils vont alors commencer à travailler sur l'album de Joy. Pendulum Vibe. Ça va sortir en 94. Le titre c'est The Pendulum Vibe. Donc ça va être, mais contrairement aux autres trucs, lui il avait la volonté dès le départ de viser uniquement la scène underground, plus que les autres artistes. Parce que les autres artistes ils voulaient quand même avoir du succès, mais là, même sur le marketing, ce sera concentré sur le milieu alternatif underground en fait. Tous les aspects de cet album seront concentrés sur ça. Donc en fait, le Pendulum Vibe, je sais pas, tu peux pas classer, je peux pas dire de quel genre musical. Non, mais ça c'est, franchement, pour qu'on dise un peu les choses. Ouais, tous les films weirdo qu'on voit aujourd'hui là, les Banoname, les comment ça s'appelle même encore, je mets même. Oui, mais je dis c'est ça. Je mets un peu des guillemets, je mets des guillemets. Oui, mais je dis c'est ça beaucoup de guillemets. Comment il s'appelle encore? On peut dire
la fille de Chicago, là, Jamila Wood, c'est exactement ça. Jamila Wood, tous ces weirdos alternatifs. Et ben c'est la première. C'était ça en fait. C'est la première. C'est l'album là de Pendulum Vibe est sorti à une époque. Elle est sortie à la mauvaise époque. Si elle sort maintenant là, elle a le même impact que les types de no-name. Oui, je vois. Tu vois un peu ce que je veux dire. C'est seulement que c'est sorti à une époque où cet état d'esprit n'était pas. C'était déjà afrocentrique. C'était déjà. Je vais même te faire écouter un titre même. L'intro de l'album. Donc en fait, l'intro de l'album, le titre c'est Stand. Comme on est à la période en 2020 là, c'est Black Lives Matter. Elle avait déjà ça là-bas à l'époque. On va écouter les paroles de Stand en fait. Donc en fait déjà à cette époque-là, au milieu des années 90, c'était des paroles populaires de faire un truc afro-centrique. Ça n'existait même pas. Il y en avait, mais c'est dire que c'est tu vas voir, on peut dire un peu John de Arrested Development, un tout petit peu, mais le truc là, comme un peu quand les gens parlent, tu vois, ils passent souvent de Badouin, de Kabadouin. Ben ça c'est avant Badouin, c'est avant truc, c'est ça, c'est le. Quand je dis que c'est le premier truc à. Mais c'est pas le premier. Mais c'est pas le premier, mais c'est le. En fait, l'intro, la Stand. Ouais. C'est genre, elle dit qu'on ne va jamais reculer devant le racisme, on ne va jamais reculer devant l'oppression. Donc, tous les délits qui sont populaires maintenant là, sur la communauté afro-américaine, elle parlait déjà de ça. Elle parlait de ça déjà là. Avant que ça soit dans 94, c'était pas. Cette équipe pouvait parler de ça à l'époque. Même Erika Badouin parlait. Elle n'existait pas en 94. Non, mais je me dis même Gambadouin. Badouin, c'est plus c'est introspection et autres, tout les joy. C'est tous les trucs que vous voyez chez nous, quand les gens voient No Name, oh c'est nouveau et autres, je dis il y a joy. C'est ça en fait. Donc le premier album, ça ne va même pas rentrer dans les charts. Ça ne va avoir aucun succès. Mais comme la critique sera totalement différente, la critique alternative en fait, la presse alternative va adorer cet album-là. Et à tel point que Madonna elle va tomber un jour sur cet album-là, de Pendulum Vibe. Elle va dire, mais qui a produit ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a fait ça? Je vais directement contacter la personne qui a produit ça en fait. Donc c'est comme ça qu'elle va contacter dans la sortie. Elle va complètement changer le concept de son album. Elle avait commencé d'abord à enregistrer un album. Et quand elle va écouter Pendulum Vibe de Joy, elle va totalement changer l'état d'esprit de son album. Pour partir d'un univers plus urbain. C'est comme ça qu'elle va appeler Babyface, elle va appeler C'est pour ça que c'est Best Time Story l'album. Parce que quand j'ai vu ça, je sais toujours que quand je lisais l'histoire de Pendulum Vibe, je disais, Madonna, grâce à ça, elle a pu changer de truc. Et c'est là où, en fait, le délire urbain de Madonna commence à partir de là, à partir de cet album. Et Madonna, c'est. Non, c'est culture. C'est un caméléon. C'est le thème opportuniste, c'est vraiment ça. Le nombre de trucs qu'elle a. Les types. Banane, Pharrell Williams, la période électro, la période disco. En fait, tu vois l'album après Best Time Story. C'est pas Ray of Light. Je sais pas, là où elle est en noir, là où il y a le son. Ah, ok, je vois très bien. Cet album-là, c'est là où, parce qu'il y avait les Enya, il y avait les trucs. Elle a dit, ok, je veux faire comme les Björk maintenant. Non, mais Björk, c'est elle, non. Elle a même pour Best Time Story, elle avait appelé Neil Hopper. Neil Hopper produit. Elle avait déjà. Non, mais elle regardait, elle a dit, Björk, qu'est-ce que tu fais là? C'est pour ça que même Björk ne l'aimait pas. C'est Ray of Light. C'est Ray of Light. Après Best Time Story, c'est Ray of Light. Non, je veux voir l'affiche parce que elle est en bleu. Voilà, c'est exactement cet album. L'album là, c'est là où elle jouait sa weirdo en fait. Le délire, c'était un album qui avait des influences de trip-hop. Un peu trip-hop et que elle était déjà dans le délire parce qu'il y avait Massive Attack qui venait un peu là, elle regardait. Elle s'est drée en féminin. Elle se pose, elle regarde là-bas, elle regarde tout ce qui est en devant. C'est ça en fait. Mais c'est culture, c'est même pas genre. Comment on appelle ça? Oui, par intérêt véritablement. C'est genre, je peux piquer quelque chose. C'est pas genre, j'adore ça. Et, bon, elle aime, mais comment dire? C'est vraiment opportuniste pour elle te dire, j'amène ça dans le mainstream, on a l'impression qu'elle est avant-gardiste. C'est comme un peu quand Kanye West fait Yeezus. Oui, mais non, Yeezus, au moins lui,
Tu peux comprendre parce que, comment on appelle ça? Sa direction. Oui, même sa direction mentale était déjà dans cet état d'esprit-là. Moi, dans Jesus aussi, même si je vois et j'apprécie un peu le livre, je sais que le mec, parce que dans Jesus, bon, c'est une aparté vraiment, c'est pour expliquer un peu le genre de mentalité qu'il y a, pour le montrer un peu comment un mainstream et underground fonctionne. Quand Jesus il voit ça là, en 2013, à partir de 2011-2012, tout ce qui est noise up, Dead Grips, Shabazz, Balak, il suit ça. Il écoute ça. Les Arc, par exemple, Arc a travaillé dans cet album. Donc il dit alors que, ah ok, moi je vais essayer pour, comme me voyez comme le mec qui est un peu le gars avant-gardiste et autres, je vais amener ça dans le monde mainstream pour qu'on dise, ah c'est tu vois un peu. Mais c'est ça que je t'explique alors que, même si ce que tu dis là c'est vrai, mais ça correspondait à l'état d'esprit de frustration qu'il avait déjà à cette époque dans le milieu mainstream parce qu'on lui refusait certains portes avec Louis Vuitton, tu vois, donc ça cliquait complètement pour descendre là-dedans. Voilà, c'est ça en fait, c'est pour ça que je te dis que même si il écoutait ça depuis, ça correspondait totalement à son état d'esprit, c'est comme un peu Halloween. Ça correspond totalement à son état d'esprit, quand il venait de perdre sa mère et tout, donc tu vois ça qui va dans la nuit, des années 80. C'est ça en fait, donc tu vois, ça correspond à un état d'esprit qu'il avait sur le moment. C'est pour ça que je dis que c'est pas comme Madonna là que c'est le terme vraiment opportuniste en fait. Il y a un vrai qui te dit qu'il est régulièrement à un moment donné. Tu vois, donc c'est ça en fait. Donc après The Pendulum Vibe, on va parler, elle a sorti 2 albums avec Dallas Austin. On va parler aussi du deuxième. Bon, le deuxième, je l'ai su. Tu as jamais suivi, bon, ok, donc on va en parler alors. Donc en fait, pour le deuxième album, elle n'avait pas perdu ça m'étonne même. Là-bas, on n'a pas eu le succès le premier, mais elle n'avait pas perdu son contrat avec Emmy. Ça m'étonne parce que, comme moi je me disais que quand ils ont vu l'échec, on devait être viré directement. Donc maintenant, pour le deuxième album, ils vont travailler sur un tout autre univers en fait. À cette période-là, comme je t'ai expliqué, Fishbone était encore signé chez Rowdy Records. Et ils vont alors enregistrer cet album live. Et c'est Fishbone qui va jouer la musique de tout l'album. C'est lui, le groupe qui les accompagne, l'orchestre qui les accompagne, c'est Fishbone. Donc le second album c'est Amobe. C'est quoi le nom? Amobe Cleansing Syndrome, voilà, c'est ça le nom de l'album. Regarde-moi ça, avec tout ça c'est bien. Donc en fait, pour cet album-là, comme je t'ai expliqué, c'est Fishbone qui les back pour les instruments. Et maintenant, elle était partie dans un délire différent du premier, à 360 degrés même du premier. Là, il y a vraiment une influence, tu sens vraiment l'influence que Fishbone a eu sur cet album-là. Donc, il y a un délire, je ne veux pas te dire punk rock, mais le son est plus edgy. En anglais, on dit edgy, donc ça, un peu plus agressif. Voilà. Je vais te faire écouter quelques titres pour que tu te rendes un peu compte. Son est même mélodieux. Oui. C'est ça en fait. Comme un coup de poing. Voilà. Donc, c'est le fait que ce soit Fishbone qui les accompagne. Donc, maintenant, quand ils vont finir de réaliser cet album-là, ils vont présenter le produit final à Emmy. Emmy va leur dire qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il n'y a même pas un single possible qu'on peut sortir genre dans cet album-là. Donc, d'abord, on ne va pas sortir. Je vois l'album, ça ne va pas sortir. Maintenant, et aussi à cette période-là, elle est enceinte de Big Gipp, de Booty Mob. Donc, il va se passer 1 an entre la fin de la réalisation de l'album et la sortie prévue de l'album, parce qu'elle devait donner naissance à sa fille en fait. Et maintenant alors, je t'ai dit ils vont présenter le produit à Emmy, il va dire qu'est-ce qu'on peut, on peut rien faire avec, il n'y a pas de single. On va leur dire, on part en studio pour enregistrer au moins 1 ou 2 titres qui pourront servir de single, qui soient plus un peu radio-friendly en fait. Donc maintenant, et le souci c'est qu'à cette période-là, Emmy va avoir une restructuration de la maison de disques. Donc plein d'albums qui étaient prévus sortir ne vont plus sortir parce qu'il y aurait une restructuration. On va limiter un peu l'effectif. Je crois qu'ils vont s'associer à Capitol. Je ne suis pas très certain, mais il y aura une restructuration. Donc au final, l'album Amobe Cleansing Syndrome ne va pas sortir. Mais plus tard, ça sera disponible sur le net. C'est pour ça que moi j'ai connu ça. Mais ce n'est pas sorti sur la page physiquement en fait. Donc ça c'était complètement différent du premier album. Totalement différent en fait. La discographie de John est totalement éclectique en fait. Aucun de ces albums ne se ressent. Aucun de ces albums ne se ressent. Mais c'est les 2 ces albums qui va sortir avec Dallas Austin. Après, elle va signer avec Raphaël Saadi. L'expérimenté, oui, totalement différent en fait.
Donc c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on termine avec Joy, parce que c'était elle qui représentait vraiment la vision qu'il avait pour ce label l'enfant. Là-haut, Monica, c'était le truc un peu mainstream. Bah, mais c'était pas un peu, beaucoup mainstream. C'était mainstream. Et Joy, c'est l'esprit de la sortie. Donc c'est ça, donc on a fait le tour du label. Ah, c'était intéressant, j'ai découvert des trucs.